Maman, cet homme a l'air triste. Aline Moreau se figea au milieu du café bondé, serrant la main de sa fille de 5 ans. La petite Manon pointait discrètement vers un homme assis seul tout au fond. Il portait un costume noir d'une élégance sobre, qui tranchait brutalement avec la simplicité des lieux. Ses yeux, couleur ambre, fixaient un point lointain, ses épaules s'affaissaient sous le poids invisible de quelque chose de profond et de douloureux. « Manon ne montre pas du doigt », murmura Aline, les joues en feu. Mais l'enfant ne détourna pas le regard. « Il te ressemble, maman, comme quand tu pleures après que je sois couché. » Les mots frappèrent Aline en plein cœur. Comment sa fille pouvait-elle voir à travers les gens comme ça? Comment percevait-elle la douleur que les adultes s'efforçaient tant de dissimuler? « On peut s'asseoir avec lui ?» demanda Manon d'une innocence dévastatrice. « Il ne devrait pas manger tout seul quand il est triste. Tu dis toujours qu'on se sent mieux quand on a de la compagnie. » Aline regarda encore l'homme. Il y avait chez lui quelque chose qu'elle reconnaissait intimement, cette expression d'un être qui survit, plus qu'il ne vit de quelqu'un qui se lève chaque matin pour accomplir des obligations, mais qui a perdu l'étincelle qui donne sens à la vie. Elle aurait dû dire non. Prendre Manon et choisir une autre table. On n'approchait pas les inconnus, surtout pas les hommes sains, riches et puissants, qui manifestaient clairement le désir d'être laissés seuls. Mais quelque chose, à cet instant, la poussa en avant. Peut-être l'empathie, peut-être la fatigue de sa propre solitude, ou peut-être simplement le destin en train de préparer la scène d'une histoire qui allait changer 3 vies à jamais. « Excusez-moi », entendit-elle sa propre voix dire, tandis qu'elle s'approchait de la table. L'homme leva les yeux surpris. « Ma fille a faim. Est-ce qu'on peut se joindre à vous? » Et c'est ainsi que tout commença. Le vent d'octobre cinglait les rues de Lyon comme une lame. Mais Édouard Laurent n'y prêtait guère attention. Les mains profondément enfouies dans les poches de son coûteux costume italien, il marchait d'un pas régulier, ses chaussures en cuir claquant sur le trottoir, alors que le soleil déclinait derrière les toits de la ville. Les immeubles de verre autour de la Part-Dieu se teintaient d'orange et d'or dans la lumière mourante, reflétant un monde qui lui paraissait de plus en plus lointain. C'était son rituel. Chaque soir après la dernière réunion, et le dernier courriel envoyé Édouard quittait la tour de 30 étages où se trouvait Laurent Technology et se mettait à marcher. Son chauffeur Michel savait qu'il ne devait pas le suivre. Ses promenades étaient sacrées, un moment où Édouard pouvait faire semblant juste 1 heure qu'il allait quelque part où quelqu'un l'attendait. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Sa demeure à Montchat l'attendait comme un mausolée plus de 1000 mètres carrés de marbre et de silence. Le personnel de maison serait déjà parti, laissant tout impeccable et figé. Le réfrigérateur regorgeait de plats qu'il ne mangerait pas. Le lit serait fait une seule moitié prête à se froisser. 7 ans. 7 ans depuis que Maya avait ri dans ses couloirs. 7 ans depuis que sa voix faux juste s'élevait sous la douche. 7 ans depuis qu'il avait eu une raison de rentrer chez lui. Son estomac gargouilla le tirant de ses pensées. Il se rendit compte soudain qu'il ne se souvenait même plus s'il avait déjeuné. Sans doute pas. Son ancienne assistante, Janine, lui apportait autrefois des sandwichs de force, mais elle avait pris sa retraite 6 mois plus tôt, et il n'avait pas cherché à la remplacer. À quoi bon il pouvait bien gérer son agenda et ses appels lui-même? Ce n'est pas comme s'il avait encore une vie à organiser en dehors du travail. Sans trop savoir comment il se retrouva devant un petit établissement coincé entre une teinturerie et une pharmacie, le café de Betty. Le néon rouge clignotait joyeusement. Les meilleurs burgers de Lyon. Le genre d'endroit où l'on servait le café dans des tasses épaisses et la tarte chaude avec une boule de glace, exactement le genre de lieu que Maya aurait adoré. Cette pensée aurait dû le faire rebrousser chemin. D'ordinaire, tout ce qui lui rappelait Maya était soigneusement évité, enfermé dans un coin de son esprit étiqueté, trop douloureux à regarder. Mais ce soir-là, peut-être parce qu'il était fatigué.
Peut-être parce que le vent était glacial et le café paraissait accueillant, il poussa la porte. Une clochette tinta au-dessus de sa tête. L'odeur d'oignons grillés et de pain frais l'enveloppa aussitôt. Le café était à moitié plein des employés en pause, quelques lycéens, partageant des frites dans un coin, un vieux couple mangeant, en silence complice. Le sol en damier noir et blanc était usé mais propre. Les banquettes rouges rapiécées, ici et là, au ruban adhésif. Derrière le comptoir, une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris, relevés en chignon, leva les yeux. Son badge disait « Betty » et son sourire était sincère. « Installez-vous où vous voulez, chérie. J'arrive tout de suite. » Édouard choisit une banquette, au fond loin des fenêtres et des autres clients. Dès qu'il s'assit, il se sentit déplacé. Son costume à 1000 €, sa montre suisse, sa coiffure impeccable, tout criait qu'il n'était pas à sa place. Mais personne ne sembla le remarquer ni s'en soucier. C'était déjà ça. Betty arriva avec une carte et un verre d'eau. « C'est la première fois que vous venez » demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui » répondit Édouard, la voix un peu rauque d'inactivité. « Je vous conseille le bacon cheeseburger. Il vient avec des frites et du coleslaw. Le café est frais aussi. » « Très bien, merci. » Betty le regarda un instant, ses yeux habitués à lire les gens voyant plus qu'il ne voulait en montrer. Puis elle hocha simplement la tête et s'éloigna le laissant seul avec ses pensées. La main d'Édouard se porta machinalement à son annulaire gauche où l'alliance brillait encore. Il la fit tourner distraitement, un geste, devenu réflexe au fil des années. Le visage de Maya lui revint en mémoire aussi net que si elle était assise en face de lui. Elle se serait moquée de lui à cet instant, pensa-t-il riant de son costume, hors de prix dans ce petit café populaire lui volant des frites, discutant avec tout le monde, parce que Maya ne connaissait jamais d'étrangers. Mon Dieu, qu'elle lui manquait. La douleur restait vive, intacte malgré le temps. On disait que ça s'atténuait, que le temps guérissait tout. Mensonge. Le temps n'effaçait rien. Il apprenait seulement à fonctionner, malgré la fracture. Le burger arriva fumant. Édouard mangea machinalement. Il était bon, bien meilleur que les plats hors de prix des dîners d'affaires, mais il n'en goûta rien. Son esprit était ailleurs à ce dernier repas partagé avec Maya, dans un petit restaurant italien de la vieille ville. Elle portait une robe bleue, avait commandé trop comme toujours. Ils avaient ri de quelque chose, ils ne se souvenaient même plus quoi. C'était une soirée banale belle dans sa banalité. Il ignorait alors que ce serait la dernière. La clochette tinta de nouveau. Il ne leva pas les yeux. Perdu dans ses souvenirs, il se noyait dans les « et si » et les « j'aurais dû ». Et s'il avait conduit ce soir-là, et s'il avait insisté pour qu'elle reste à la maison, et s'il lui avait dit encore une fois qu'il l'aimait. Maman regarde, ils ont des nuggets. La petite voix fendit le brouillard de sa mémoire. Édouard leva la tête, une femme et une fillette entraient dans le café. La femme paraissait fatiguée mais déterminée. Ses cheveux blonds retombaient en mèches libres sur ses épaules, et son sweat rose jurait avec les costumes stricts qu'il voyait d'ordinaire. La petite 5 ans peut-être bondissait d'excitation, ses couettes sautillant à chaque pas. Manon, une voix d'intérieur, dit doucement la mère. Mais elle souriait. Ce sourire-là, las mais plein d'amour, serra la poitrine d'Édouard. Il détourna le regard, fixant son burger à moitié mangé. C'était leur moment à elle, leur bonheur. Il n'en faisait pas partie. Il appartenait à un autre monde, celui des hommes seuls étrangers aux simples joies. Puis il l'entendit, ce petit souffle tout près de lui. Il leva les yeux, la fillette se tenait juste à côté de sa banquette, le fixant de ses grands yeux bleus. Un nuage de taches de rousseur lui couvrait le nez. Sa robe bleue marine un peu trop courte trahissait qu'elle avait été sa préférée. Ses couettes attachées de rubans dépareillés penchaient légèrement. Manon. La mère accourut rouge de gêne. « Je suis désolée, elle. » Elle saisit la main de sa fille pour l'éloigner,
Mais Manon ne bougea pas. Elle pencha la tête, le dévisageant avec cette lucidité désarmante propre aux enfants. « Maman, dit-elle à mi-voix, mais assez fort pour que tout le café entende. Ce monsieur a l'air triste comme toi quand tu pleures après que je sois couché. » Édouard sentit la chaleur lui monter au visage. La mère devint cramoisie. « Manon Moreau, ça ne se dit pas. »« Mais c'est vrai, » insista l'enfant. Ses yeux sont tristes comme les tiens. Un silence pénible s'abattit. Édouard ne savait où regarder ni quoi dire. Une partie de lui voulait qu'elle s'en aille. Sa peine ne concernait personne. Mais une autre qu'il croyait morte reconnut quelque chose dans le regard de la femme. Cette compréhension muette de ceux qui avancent malgré la rupture intérieure. « Je suis vraiment désolé, » répéta la femme la voix tremblante. « On devrait s'asseoir avec lui, » déclara Manon avec l'assurance candide de ceux qui ignorent encore que le monde peut dire non. Comme ça, il ne sera pas tout seul pendant qu'il mange. Tu dis toujours que les gens sont plus gentils quand ils ont des amis. Chérie, on ne peut pas juste... Pourquoi pas, demanda Manon sincèrement perplexe. Il est tout seul. On peut partager notre table, ou il peut partager la sienne. Le visage d'Aline était écarlate. Elle regarda Édouard avec une expression mêlée d'excuses et d'un autre sentiment, presque une supplique, comme si elle lui demandait de comprendre qu'elle élevait une enfant au cœur tendre, même si cette bonté pouvait parfois embarrasser. Pour la première fois, Édouard la regarda vraiment. Elle devait avoir la vingtaine avancée, un visage qui aurait été beau, sans les traces de fatigue. Ses cheveux blonds auraient eu besoin d'une coupe. La manche de son sweat portait une auréole claire, preuve d'une tache récurée. Son jean était usé, ses baskets fatiguées, mais ses yeux bleus comme ceux de sa fille brillaient de chaleur et d'une lassitude profonde qu'il connaissait trop bien. C'était une femme qui se battait, comprit-il. Elle se battait pour tenir bon, pour offrir le meilleur à son enfant, pour sourire même quand elle avait envie de pleurer. Et sa fille, cette petite fille, vive aux couettes de travers, avait remarqué sa tristesse alors que plus personne dans la vie d'Édouard ne semblait la voir. Il aurait dû dire non. Il aurait dû les laisser aller à leur table et maintenir les murs qu'il avait si soigneusement érigés autour de lui. Laisser entrer les gens, c'était dangereux. Laisser entrer, c'était risquer qu'ils partent. Et il avait déjà perdu tous ceux qui comptaient. Mais Manon le fixait toujours de ses grands yeux pleins d'espoir et de sollicitude sincère. Peut-être était-ce la fatigue de maintenir la façade, ou simplement le fait que depuis 7 ans, personne n'avait remarqué qu'il était triste, personne n'avait pris la peine de le dire à voix haute. Quelle qu'en soit la raison, Édouard s'entendit dire « Vous pouvez vous asseoir avec moi, si vous voulez. » Le visage de Manon s'illumina comme un matin de Noël. « Tu vois, maman, je savais qu'il dirait. »« Oui. » La femme Aline, il l'apprendrait bientôt, sembla abasourdie. « Vous êtes sûr? Vraiment, nous ne voulons pas déranger. » C'est très bien dit, Édouard, surpris de constater qu'il le pensait vraiment. « Je vous en prie. » Aline hésita un instant encore, puis se décida. Elle glissa sur la banquette en face de lui et Manon grimpa à côté d'elle à genoux pour mieux voir par-dessus la table. « Je m'appelle Manon, » annonça-t-elle aussitôt. « J'ai 5 ans. Voici ma maman Aline. Et vous, comment vous appelez-vous, Édouard? »« Édouard Laurent. »« C'est un nom de prince, » déclara Manon très sérieusement. « Tu es un prince. » Malgré lui, un sourire naquit sur les lèvres d'Édouard. « Non pas un prince. Il en a l'air pourtant, dit-elle à sa mère, avec ce beau costume. » Manon fit Aline gênée. « Que t'ai-je dit sur les bonnes manières? »« De les utiliser. » Récita docilement la fillette avant d'ajouter inquiète. « J'ai été impolie. »« Pardon, monsieur Édouard. C'est juste que vous êtes très élégant, mais aussi un peu triste. » « Les princes ont le droit d'être tristes, » Manon répéta. Aline plus fermement, mais Édouard intervint. « Ce n'est rien. Et oui, je suppose que même les princes peuvent être tristes. Tout le monde peut l'être parfois. »
Pourquoi vous êtes triste? Demanda Manon avec la franchise désarmante de l'enfance. Manon Aline semblait vouloir disparaître sous la table. On ne demande pas ça aux gens, voyons. On en a déjà parlé. Mais sinon, comment je saurais? Répliqua l'enfant d'un ton raisonnable. Avant qu'il ne puisse s'en empêcher, Édouard répondit. J'ai perdu quelqu'un de très important pour moi il y a longtemps. Elle me manque encore. Manon réfléchit sérieusement. Comme quand mon poisson rouge est mort, j'étais très triste pour Monsieur Bull. Mais maman a dit qu'il nageait maintenant au paradis avec tous les autres poissons, et ça m'a un peu consolé. Est-ce que ta personne est au paradis? Oui, dit Édouard, la gorge serrée. Oui, elle y est. Alors elle est peut-être avec Monsieur Bull, déclara Manon convaincue. Ils peuvent être amis. Le paradis, c'est sûrement bien. Il y a sûrement plein de gâteaux là-bas. Tu crois qu'il y a des gâteaux au paradis? Monsieur Édouard, il la regarda si sincère dans sa tentative de consoler un inconnu et sentit quelque chose se fissurer en lui. Je pense que oui, parvint-il à dire. Et ma personne aimait sûrement ça. Comment elle s'appelait Maya, murmura-t-il. Elle adorait le gâteau. Chocolat. C'est mon préféré aussi, s'exclama Manon. Tu vois, maman, ils sont sûrement amis au paradis, à partager du gâteau au chocolat tout le temps. Aline avait les larmes aux yeux. Édouard le remarqua quand elle posa brièvement sa main sur la sienne. Je suis désolé pour votre perte, dit-elle avec une sincérité telle qu'il dut détourner le regard. Merci, répondit-il doucement. Betty apparut alors bénie, soit-elle sentant le poids de l'émotion et apportant la solution pratique des menus. « Qu'est-ce que je vous sers, mesdames ?» demanda-t-elle gaiement. Aline parcourut la carte du regard et Édouard vit ce calcul mental familier des mères seules qui jonglent avec un budget serré. Le menu enfant de nuggets de poulet et de l'eau, s'il vous plaît. Et une assiette supplémentaire on partagera. Non, dit Édouard, plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. Elles levèrent toutes deux les yeux vers lui surprises. Il adoucit sa voix. Commandez, ce que vous voulez. C'est pour moi. C'est la moindre des choses pour votre compagnie. Oh, nous ne pouvons pas, commença Aline. Maman dit. Manon très sérieusement, c'est mal poli de dire non quand quelqu'un est gentil. Tu me l'as appris. Aline hésita, la fierté luttant contre la raison. Édouard connaissait ce regard, celui de ceux qui ont besoin d'aide, mais refuse de la demander. « S'il vous plaît, dit-il plus doucement, ça me ferait plaisir. » Et Manon dit que j'ai l'air triste, alors peut-être que ça m'aidera. Aline mordit à sa lèvre, puis hocha la tête. « D'accord, merci, c'est très gentil. Je veux les nuggets avec des frites, annonça Manon. Et un milkshake au chocolat, s'il vous plaît. Bien sûr, répondit Betty en notant la commande. Aline demanda un burger et des frites. Édouard un autre café. Quand Betty s'éloigna, un silence un peu gêné s'installa. C'est encore Manon qui le rompit, comme il comprendrait vite qu'elle le ferait toujours. « Tu as des enfants, monsieur Édouard, non ?» répondit-il. « Pas d'enfants. Pourquoi tu n'aimes pas les enfants ?» Manon prévint Aline. « J'aime bien les enfants, » dit Édouard. « Ma femme et moi en voulions, mais nous n'en avons pas eu le temps. Elle est partie au paradis. » « C'est triste, » dit Manon d'un ton grave. « Mais tu pourrais en avoir maintenant, non? Ma maîtresse dit qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. » « Ce n'est pas si simple, dit Édouard. »« Pourquoi ?» demanda Manon. Manon, assez de questions, intervint Aline d'un ton ferme, puis se tournant vers lui. « Je suis désolé. Elle traverse cette phase où tout devient une question. »« Ce n'est rien, répondit Édouard, et il s'étonna d'en penser chaque mot. Depuis combien de temps personne ne lui avait-il posé de vraies questions sur sa vie, sur ce qu'il ressentait?
Au travail, tout le monde évitait soigneusement le sujet de son veuvage, le traitant avec une prudente distance. Les rares amis qui lui restaient avaient appris à ne plus parler de Maya. Chacun agissait comme si son chagrin était une bête sauvage, qu'il valait mieux ne pas provoquer. Mais cet enfant, cette fillette de 5 ans, posait ses questions simplement sans peur et acceptait ses réponses sans jugement. « Et vous, que faites-vous » demanda Aline, visiblement désireuse de changer de sujet. « Comme travail, je veux dire, si ce n'est pas indiscret. »« Je dirige une entreprise de technologie » répondit Édouard. « Développement de logiciels, surtout pour les entreprises. » Les yeux d'Aline s'arrondirent. « Vous êtes PDG » ? »« Oui. »« Wow, ça doit être intense. »« Ça l'est, admit-il. Ça me garde occupé. » « Trop occupé, je parie, » dit-elle avec un sourire un peu triste. « J'ai travaillé un temps dans un cabinet médical. Les médecins là-bas ne s'arrêtaient jamais, 12-14 heures par jour, à peine le temps de manger. Toujours tendu, vous leur ressemblez comme si vous marchiez à bout de souffle. » Édouard fut déstabilisé par sa justesse. « Je gère, » dit-il simplement. « C'est ce qu'il disait aussi, » répondit Aline, d'une voix douce, jusqu'à ce que l'un d'eux s'effondre d'épuisement. « Et vous » demanda Édouard, cherchant à détourner la conversation. « Vous disiez avoir travaillé dans un cabinet médical. » Le visage d'Aline se ferma presque imperceptiblement. « Oui, j'étais réceptionniste. Je cherche quelque chose de nouveau en ce moment. » Il comprit ce qu'elle ne disait pas, elle avait perdu son emploi. Tout s'expliquait, les vêtements usés, la prudence dans le choix du menu, la façon dont elle avait hésité à accepter son invitation. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Ça ne doit pas être facile. »« On s'en sort, » répondit-elle, le menton relevé. « On gère. N'est-ce pas, Manon? » « Oui, » acquiesça la petite. « Maman dit que tant qu'on est ensemble, on a tout ce qu'il faut. Mais je veux quand même un chiot. » « On peut avoir un chiot, maman. » « On en a déjà parlé, ma chérie. Notre appartement n'accepte pas les animaux. » « Et si on déménageait dans une maison? » « Les maisons, elles acceptent les chiots. Les maisons coûtent de l'argent trésor. » « Et si Monsieur Édouard nous achetait une maison? » « Il a l'air d'avoir plein d'argent. » Manon s'exclama, Aline écarlate. « On ne demande pas aux gens de nous acheter des choses. Où sont passées tes manières? » « Je me demandais juste, » dit la fillette sincèrement déconcertée. Édouard éclata de rire. Pour la première fois depuis. Il ne savait plus quand. Un rire un peu rouillé, maladroit, mais vrai. « Tu es incroyable, Manon. »« C'est bien ça, » demanda-t-elle. « C'est très bien, assura-t-il. Les plats arrivèrent à ce moment-là, et les yeux de Manon s'écarquillèrent devant ses nuggets et le gigantesque milkshake au chocolat. « Regarde, maman. » Il est énorme, et qu'est-ce qu'on dit, rappela Aline. « Merci, Monsieur Édouard, » dit la petite. « Vous êtes très gentil. Même si vous êtes si triste, vous êtes gentil. Les meilleurs gens sont tristes parfois, je crois, parce qu'ils ressentent les choses très fort. » De la bouche d'un enfant, pensa Édouard. Cette fillette venait de dire ce qu'il n'avait jamais su formuler. Oui, il ressentait tout trop fort. La joie avait été trop grande, l'amour aussi. Et quand tout avait été arraché, le chagrin était devenu trop vaste pour être contenu. Alors il avait cessé de ressentir. Ou essayer. Mais là, dans ce petit café ordinaire, en regardant Manon tremper ses nuggets dans le ketchup, avec une concentration absolue, en écoutant Aline la corriger doucement, tout en lui lançant des regards à la fois curieux et bienveillants, il sentit quelque chose. Pas du bonheur, pas encore. Mais une chaleur, un lien, une présence. Quelque chose d'autre que la grisaille habituelle. Ils mangèrent et parlèrent. Aline lui raconta un peu sa vie, contournant avec pudeur les chapitres douloureux. Elle avait grandi à Lyon. Manon. Jeune s'était débrouillée seule depuis. Elle aimait la décoration d'intérieur, rêvait d'en faire son métier un jour. Mais ce n'était pas le moment.
Manon avait besoin de stabilité de sa présence. Tout tournait autour de Manon. Et Manon, elle raconta 1000 histoires sales, histoires de son école maternelle, de sa meilleure amie, Usma, qui savait faire la roue de sa maîtresse, Madame Paturel, qui avait un chat nommé Moustache. Elle sortit de la sacoche de sa mère un dessin de ce jour-là, un arc-en-ciel, et 3 personnages bâtons. Ça, c'est moi. Ça, c'est maman. Et ça, c'est mon papa que j'ai jamais rencontré, mais maman dit qu'il est quelque part. Elle leva les yeux vers Édouard. Tu crois qu'il sait que j'existe? Les doigts d'Aline se crispèrent sur sa fourchette. Manon ne... Il le sait, dit doucement, Édouard. Et je suis sûr qu'il pense à toi. Comment pourrait-il t'oublier? Tu es inoubliable. Manon sourit jusqu'aux oreilles. Aline lui adressa un merci muet, les yeux brillants de larmes retenues. Le temps passa sans qu'il s'en rende compte. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il s'était senti vraiment présent sans penser au passé, ni redouter l'avenir. Ici pourtant, à écouter le bavardage de Manon, les mots doux d'Aline, à observer la tendresse simple entre mère et fille, il se sentit ancré dans l'instant. Puis Betty revint avec l'addition et un sourire désolé. « On va bientôt fermer, mes chéris. » Édouard régla l'addition, laissa un pourboire généreux, et ils sortirent ensemble dans la fraîcheur de la nuit d'octobre. Les réverbères s'étaient allumés, projetant sur le trottoir des flaques de lumière dorée. La circulation s'était raréfiée, seulement quelques voitures de temps à autre. La ville paraissait calme, paisible, comme suspendue dans un souffle. Manon bâilla à s'en décrocher la mâchoire, et Aline la prit dans ses bras, la petite protestant mollement qu'elle s'était trop grande pour être portée. « Dis bonne nuit à Monsieur Édouard, ma puce. »« Bonne nuit, Monsieur Édouard, » dit Manon, d'une voix ensommeillée. « Merci pour les nuggets et pour être notre ami. Merci à toi pour ta compagnie, » répondit-il. Et il ne pensait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Aline ajusta Manon sur sa hanche, prête à repartir vers leur voiture garée quelque part ou peut-être jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Dans un instant, elle disparaîtrait dans la nuit, retournant à leur vie et lui regagnerait son grand manoir vide. Cette soirée étrange et inattendue deviendrait juste un souvenir. Mais il se surprit à ne pas vouloir que cela s'arrête. L'idée de rentrer dans le silence, de retrouver sa vie grise, lui sembla soudain insupportable. Cette femme et sa fille lui avaient rappelé quelque chose qu'il avait oublié. Elles avaient vu sa tristesse sans s'en détourner, lui avaient offert une gentillesse sans rien attendre. « Attendez, » dit-il spontanément. Aline se retourna un peu surprise. Il hésita, conscient de la bizarrerie de ce qu'il allait proposer. « Est-ce que pourrions-nous peut-être nous revoir demain? Il y a un parc pas loin, le parc de la Tête d'Or. Si vous êtes seul libre dans l'après-midi. » Aline resta un instant interdite. « Vous voulez nous revoir? » « Je sais que c'est étrange, » dit-il vite. « Mais cette soirée a été la plus agréable depuis des années. J'aimerais beaucoup, si cela ne vous dérange pas, vous revoir toutes les deux. » « Tous les deux. Juste comme amis, bien sûr, » ajouta-t-il précipitamment. « Je ne cherche rien d'autre. J'ai simplement passé un bon moment. Mais si cela vous met mal à l'aise, je comprendrai parfaitement. » « Le parc, ça me paraît bien, » dit Aline, avec un lent sourire qui adoucit ses traits fatigués. Manon adore l'air de jeu là-bas. À 15 heures, le soulagement envahit Édouard. 15 heures parfait. Ils échangèrent leurs numéros, tapant maladroitement sur leur téléphone, comme des gens qui avaient presque oublié comment créer un lien personnel. Puis, après un dernier signe de la main de Manon et un timide sourire d'Aline, elles s'éloignèrent dans la nuit. Édouard resta là un long moment, les regardant disparaître, conscient que quelque chose avait changé. Il ne savait pas exactement quoi, ni comment le nommer, mais pour la première fois depuis 7 ans, il se surprenait à attendre demain. Pas avec appréhension, mais avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Il sortit son téléphone pour appeler Michel, puis se ravisa.
Il se mit simplement à marcher vers sa voiture garée à quelques rues de là. Le vent était toujours froid, mais il lui semblait moins mordant. Les lumières de la ville scintillaient tout autour. Et au loin, il entendait des rires de la musique, la vie qui continuait indifférente, mais bien réelle. Maya les aurait aimés, pensa-t-il. Elle aurait adoré la franchise de Manon, la force tranquille d'Aline. Elle l'aurait taquiné sans relâche à propos de cette petite fille, qu'il avait traitée de triste, mais elle aurait été fière qu'il les ait laissés entrer dans sa bulle, qu'il ait renoué même un peu. « J'essaie, Maya, murmura-t-il vers le ciel. J'essaie d'avancer. » Et pour une fois, cela ne sonnait pas comme un mensonge. Le lendemain après-midi, Édouard arriva au parc de la Tête d'Or avec un quart d'heure d'avance, ce qui ne lui ressemblait pas. Dans sa vie professionnelle, chaque minute était réglée. Il arrivait toujours pile à l'heure, jamais plus tôt, jamais plus tard. Mais là, il tournait en rond près de l'aire de jeu, vêtu d'un jean et d'un pull dans lesquels il se sentait étranger après tant d'années de costume, se demandant si Aline viendrait vraiment. Et si elle avait changé d'avis. Si, à la lumière du jour, elle réalisait qu'avoir dîné avec un inconnu mélancolique était une chose, mais accepter de le revoir en était une autre. Et s'il avait mal interprété tout cela, qu'elle n'avait accepté que par politesse, mais il les vit. Aline poussait une poussette, qui semblait d'abord étrange jusqu'à ce qu'il remarque qu'elle était remplie de sacs et non d'un enfant. Manon trottinait devant ses couettes, bondissant vêtue d'un legging rose vif et d'une veste violette. En l'apercevant, son visage s'illumina. « Monsieur Édouard » cria-t-elle en agitant la main. « On est venu. On est vraiment venu. » Aline la rejoignit un peu essoufflée, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle portait le même sweat rose que la veille, avec un autre jean et avait mis un peu de maquillage. Édouard remarqua ces détails malgré lui, puis se sentit coupable de les avoir remarqués. « Bonjour » dit Aline, timidement. « Désolé, on a quelques minutes de retard. » Manon ne savait pas quel doudou emmener. « J'ai pris Monsieur Licorne » annonça fièrement la fillette tirant de sa veste une licorne violette un peu usée. « Il voulait te rencontrer. »« Bonjour, Monsieur Licorne » répondit Édouard avec gravité, ce qui fit rire Manon aux éclats. « Je peux aller sur la balançoire » demanda-t-elle déjà en courant. « Reste où je peux te voir » appela Aline. Puis, se tournant vers Édouard avec un sourire d'excuse, « Elle n'a que 2 vitesses, sommeil et tornade. »« Elle est merveilleuse » dit-il sincèrement. Ils marchèrent jusqu'à un banc près de l'aire de jeu pour la regarder. Manon s'était déjà fait 2 nouveaux amis et improvisait un jeu compliqué autour du toboggan. Aline s'assit l'Édouard, prit place à côté d'elle, laissant une distance polie. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. C'était différent en plein jour, sans le filtre rassurant d'un restaurant ni le prétexte d'un repas. Cette fois, c'était un vrai choix. Édouard se sentait étrangement nerveux. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez, dit enfin Aline. Je me suis dit que vous alliez peut-être vous réveiller en pensant, mais qu'est-ce que j'ai fait accepter de passer du temps avec une inconnue et son enfant? » « Je pourrais dire la même chose, » répondit l'Édouard. « Je suis en somme un parfait étranger. Vous ne devriez probablement pas me rencontrer dans un parc. » Aline rit un rire clair qui fit naître une chaleur inattendue dans la poitrine d'Édouard. « J'ai plutôt bon jugement, et Manon ne se trompe jamais sur les gens. Si elle a dit que vous aviez besoin d'amis, c'est que vous en avez besoin. C'est son super pouvoir. Un parmi d'autres. Elle a aussi un talent surnaturel pour trouver des trèfles à 4 feuilles et pour sentir les biscuits à 3 pièces de distance. » Ils restèrent un instant en silence, observant Manon qui se balançait de plus en plus haut, ses éclats de rire portés par la brise d'automne. Le parc était magnifique à cette époque de l'année. Feuillage doré, lumière oblique du soleil, de fin d'après-midi, odeur humide des feuilles tombées. « Je peux vous poser une question ?» demanda doucement Aline. « Et vous avez parfaitement le droit de me dire que ça ne me regarde pas. Allez-y. Hier soir, quand Manon a dit que vous aviez l'air triste,
Ça fait combien de temps qu'on ne vous a pas reconnu comme quelqu'un en deuil? La question le prit de court. Il voulut d'abord éluder, puis se surprit à répondre franchement. 7 ans. Ça fait 7 ans que Maya est morte. Au début, tout le monde le reconnaissait. Il y avait les cartes de condoléances, les plats préparés, les gestes de sympathie. Et puis, peu à peu, les gens ont voulu que je passe à autre chose. Mais je n'y suis pas arrivé. Alors, ils ont arrêté d'en parler. C'était plus facile pour eux si je faisais semblant d'aller bien. Mais vous n'allez pas bien, dit Aline doucement. Non, admit Édouard. Je ne crois pas que j'irai jamais vraiment bien. Aline resta silencieuse un long moment. Puis, je peux vous dire quelque chose à mon tour, bien sûr. Le père de Manon est parti quand j'étais enceinte de 6 mois. Il a disparu. Changement de numéro, déménagement, plus rien. Et tout le monde avait une opinion que j'étais trop jeune, que je ne devrais pas garder le bébé, que je gâchais ma vie. Mais je l'ai gardé. Et oui, c'est difficile. Parfois c'est si dur que je ne sais pas comment je vais tenir la journée. Mais elle reste la plus belle chose qui me soit arrivée. Elle le regarda droit dans les yeux. Ce que j'essaie de dire, c'est que je connais ce que c'est de ne pas aller bien, de sourire pendant qu'on s'écroule à l'intérieur, de sentir que tout le monde s'attend à ce qu'on tourne la page alors que notre monde s'est effondré. Alors, je vous comprends, Édouard. Je vous vois. Ces 3 mots. Je vous vois frappèrent Édouard comme un coup en pleine poitrine. Depuis quand personne ne l'avait-il vraiment vu? Pas le PDG, pas le veuf que l'on ménage pas, l'homme qu'on observe avec malaise. Juste lui, Édouard, l'homme qui se noyait en silence, tout en continuant à battre des bras. Merci, dit-il la gorge serrée. Maman, monsieur Édouard. Regardez-moi, cria Manon du haut de la structure de jeu. Elle agitait la main, manquant de perdre l'équilibre. Les 2 adultes se raidirent avant qu'elle ne se rattrape. Fais attention, appela Aline, réflexe universel de mère. Elle est intrépide, observa Édouard. Trop parfois, répondit Aline, en soupirant un sourire attendri aux lèvres. Tu sais ce qu'elle a fait la semaine dernière? Elle est allée caresser un chien 3 fois plus gros qu'elle sans demander. J'ai failli faire une crise cardiaque. Le chien était gentil. Heureusement, oui. Mais ce n'est pas la question, dit-elle en riant. Elle croit que le monde entier est bon et bienveillant, prêt à devenir son ami. Je ne sais pas comment lui apprendre la prudence sans briser cette belle innocence. Peut-être qu'il ne faut pas, dit Édouard doucement. Peut-être que le monde a besoin de plus de personnes comme Manon qui croient encore en la gentillesse. Aline le regarda un moment pensive. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Ah oui. Et à quoi vous attendiez-vous? Je ne sais pas. Quelqu'un de plus fermé sans doute. Vous êtes PDG, vous avez traversé un drame. Je pensais que vous seriez plein de murs et sans fenêtres. Mais non, vous êtes doux, à l'écoute, gentil. Édouard sentit la chaleur lui monter aux joues. Il n'avait plus l'habitude des compliments, encore moins de ceux qui touchaient à l'essentiel. Je crois que j'ai oublié comment être une personne pendant un temps, murmura-t-il. Je n'étais plus qu'une fonction. Employé, patron, entité. Votre fille m'a rappelé que j'étais encore humain. Elle est douée pour ça, dit Aline. Elle voit les gens, vraiment. Même à 5 ans, elle comprend ce que beaucoup d'adultes ne voient pas. Elle marqua une pause. Vous vouliez des enfants. Oui, dit Édouard. Maya voulait une grande famille, 3, peut-être 4 enfants. Elle venait d'une fratrie nombreuse, disait que la maison y était pleine de bruit et d'amour. C'est ce qu'elle voulait pour les nôtres. Un sourire nostalgique effleura ses lèvres. Moi, j'étais plus prudent. Je voulais commencer par un seul, voir comment on s'en sortait. Nous venions juste d'essayer, quand l'accident est arrivé. Je suis désolé, murmura Aline. Je pense parfois à ces enfants qui ne sont jamais nés, dit-il doucement.
À ce qu'ils auraient été. Aurait-il eu son rire? Mon entêtement. Aurait-il joué du piano comme elle? Ou été bon en maths comme moi? Il regarda Manon qui jouait toujours riant aux éclats sous le ciel doré. En la voyant, je crois que je comprends ce que Maya voulait dire. Cette énergie, cette joie, cette foi absolue dans la bonté du monde. Nous aurions eu de la chance d'avoir un enfant comme elle, murmura Édouard. Vous pourriez encore en avoir, répondit Aline doucement. Des enfants, oui. Vous avez quoi? 32, 33 ans, 33. Vous êtes jeune. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, fonder une famille. Je ne crois pas, dit Édouard. Je n'arrive pas à imaginer aimer quelqu'un comme j'ai aimé Maya. Ce ne serait pas juste pour elle. Être toujours en deuxième place comparé à un fantôme. Ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne, répondit Aline. Le cœur n'est pas une ressource limitée. Il s'élargit. On peut aimer plusieurs personnes, de plusieurs façons, sans que cela enlève quoi que ce soit à l'amour d'avant. C'est ce que vous croyez. C'est ce que je dois croire, dit-elle, avec un petit sourire triste. Parce que, aussi douloureux que cela ait été, je ne peux pas regretter totalement le père de Manon. Il m'a donné ma fille. Et peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui pourra nous aimer toutes les deux sans effacer ce que j'ai vécu avant. Ce sera juste différent. Un autre chapitre. Ils parlèrent pendant 2 heures, tandis que Manon jouait. Édouard se surprit à lui confier des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Comment il s'était jeté dans le travail pour éviter la douleur, comment sa maison lui semblait être une prison. Comment il n'avait jamais pu se résoudre à toucher à l'atelier de peinture de Maya. Restait tel qu'elle l'avait laissé toile inachevée encore sur le chevalet. Comment parfois il servait 2 assiettes avant de se rappeler qu'il dînait seul. Aline l'écoutait, sans juger, ponctuant parfois de confidences. Comment elle avait un temps envisagé de faire adopter Manon, mais n'avait pas pu s'y résoudre. Comment elle avait cumulé 3 emplois pendant sa grossesse pour économiser. Comment le jour du premier anniversaire de sa fille, elle avait pleuré de se sentir une mauvaise mère, jusqu'à ce que le sourire de son bébé lui fasse comprendre que l'amour suffisait. Comment elle avait dû abandonner l'école de design faute de pouvoir payer les frais de scolarité et la garderie à la fois. Pourquoi le design d'intérieur? Demanda Édouard. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Le visage d'Aline s'illumina aussitôt, animé d'une passion qu'il n'avait pas encore vue chez elle. J'aime l'idée que les espaces puissent raconter des histoires, que les bonnes couleurs, la bonne lumière, les bons meubles puissent faire qu'une personne se sente en sécurité, inspirée ou apaisée. J'ai grandi dans des appartements où on déménageait chaque fois que le loyer augmentait. Rien ne ressemblait à un vrai chez-soi. J'aimerais créer des maisons où les gens se sentent enfin à leur place. C'est magnifique, dit Édouard, sincèrement touché. C'est surtout impraticable, répliqua Aline avec un petit rire amer. L'école de design coûte cher. Monter un portfolio prend du temps et de l'argent et je ne peux pas prendre de risques. Manon a besoin de stabilité. Elle doit savoir qu'on pourra payer le loyer et les courses. Et si vous n'aviez pas à choisir, si vous pouviez poursuivre le design tout en gardant cette stabilité, Aline le regarda intriguée. Comment? Je ne sais pas encore, admit-il. Mais peut-être qu'il y a un moyen. Avant qu'elle ne puisse répondre, Manon arriva en courant essouffler les joues roses. J'ai faim. On peut goûter. Aline sortit de son sac des jus de fruits et des biscuits, et la petite s'installa entre eux sur le banc, grignotant joyeusement, tout en leur racontant les aventures imaginaires qu'elle venait de vivre sur le toboggan. Édouard se surprit à rire, à poser des questions, à entrer dans son jeu. Quand le soleil commença à décliner et que l'air se fit plus frais, Aline annonça qu'il était temps de rentrer. Manon protesta un peu, mais céda fatiguée par sa journée. Même heure demain, demanda Édouard, avant même d'y réfléchir. Si vous êtes libre, répondit Aline avec un sourire. Nous, oui, mais peut-être ailleurs. Manon se lasse vite.
L'aquarium, proposa Édouard. Je n'y suis pas allé depuis des années. Oui, s'écria Manon. Ils ont des requins. J'adore les requins. Et ainsi une habitude s'installa. Vendredi, à l'aquarium, où Manon collait son nez contre chaque vitre en se proclamant future biologiste marine. Samedi au zoo, où elle obligea Édouard à lire chaque pancarte d'information et annonça qu'elle voulait devenir gardienne d'animaux. Dimanche, au musée des sciences, où elle l'entraîna dans chaque exposition, 2 fois en déclarant qu'elle serait à la fois scientifique gardienne de zoo et biologiste quand elle serait grande. Les jours commencèrent à se fondre les uns dans les autres dans le meilleur des flous. Édouard se surprenait à regarder sa montre au bureau, comptant les heures avant de les retrouver. Il quittait le travail à 17 heures au lieu de 20 heures. Il prit des abonnements annuels à plusieurs lieux de sortie. Il apprit les goûters préférés de Manon, la commande de café d'Aline, et même à tresser des cheveux sur demande insistante de la fillette. 3 semaines passèrent avant qu'il ne prenne pleinement conscience de ce qui se produisait. Il était heureux. Pas complètement pas sans ombre, mais sincèrement, profondément heureux. Il attendait ses journées. Il riait souvent. Il dormait mieux, se réveillant avec un sentiment de but plutôt que d'angoisse. Son directeur financier le remarqua. « Vous avez l'air plus léger, patron. Continuez ce que vous faites. » Sa gouvernante, Madame Chen, faillit pleurer en le voyant sourire. « Oh, monsieur Deschamps, dit-elle, la voix tremblante. C'est si bon de vous revoir vivant. Vivant. » C'était exactement ça. Comme s'il avait été en sommeil pendant des années et qu'il recommençait lentement à respirer. Mais il ne renaissait pas seul. Aline changeait aussi. Son sourire revenait plus vite, la ride d'inquiétude entre ses sourcils s'effaçait. Elle parlait de plus en plus librement de ses rêves de design avec cette lumière dans les yeux qu'il aimait voir. Et Manon, éternelle boule d'énergie, semblait rayonner encore davantage comblée d'avoir 2 adultes pour la couvrir d'attention et d'affection. C'était au début du mois de novembre, un après-midi particulièrement froid. Il s'était réfugié dans un café pour se réchauffer quand le téléphone d'Aline sonna. Édouard observa son visage traverser une succession d'émotions, l'espoir, la confusion, l'inquiétude, puis ce calme forcé que l'on adopte pour ne pas s'effondrer. « Je comprends, » dit-elle dans le combiné. « Non merci de m'avoir prévenu. Je vous souhaite le meilleur. » Elle raccrocha, demeura immobile un instant. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» demanda Manon, toujours si sensible aux émotions de sa mère. « Rien, ma chérie, » répondit Aline automatiquement, mais sa voix tremblait. Elle leva les yeux vers Édouard. C'était le cabinet du docteur Moreau, celui où je travaillais. Il ferme définitivement. Il prend sa retraite. Les autres médecins rejoignent d'autres établissements et l'immeuble va être vendu. « Mais c'est là que tu devais retravailler, » dit Manon. Et Édouard comprit qu'Aline avait probablement dit à sa fille qu'elle était en pause, non pas licenciée. « Je sais, ma puce. Mais ça va aller. On va trouver une solution. » Elle enserra sa tasse de café entre ses mains tremblantes. Édouard voyait la peur qu'elle tentait de dissimuler à Manon, la peur bien réelle de manquer d'argent, de perdre leur logement, de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins. « Aline, dit-il avec précaution, est-ce qu'on peut parler? » Puis s'adressant à la petite. « Manon, tu veux regarder cet oiseau dehors, là sur la branche? » « Il est rigolo, non? » Manon, flairant une conversation d'adulte, obéit docilement tout en gardant une oreille tendue vers eux. « Je veux te proposer quelque chose, » dit Édouard. « Mais promette-moi d'écouter avant de dire non par fierté. » Aline se raidit. « Je cherche une assistante. Une vraie. Pas seulement quelqu'un pour gérer mon agenda, mais quelqu'un de fiable qui sache parler aux gens, qui comprenne l'équilibre entre travail et vie personnelle, qui ose me dire quand je tire trop sur la corde. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Tu serais parfaite pour ça. » Il se pencha légèrement vers elle. « Le salaire est bon, les avantages c'est excellent, les horaires raisonnables. Tu aurais du temps pour Manon, du temps pour toi. Je ne peux pas accepter la charité. »
dit-elle d'une voix basse. Ce n'est pas de la charité. C'est du bon sens professionnel. Tu es organisée, efficace, attentive. Tu vois ce que les autres ne voient pas, et ça, c'est un vrai talent. Il ajouta plus doucement. Je suis une meilleure personne quand tu es là, Aline. Et si je peux en même temps t'offrir un peu de stabilité à toi et à Manon, alors tout le monde y gagne. Laisse-moi faire ça. Les yeux d'Aline s'embuèrent. Pourquoi, murmura-t-elle. Pourquoi feriez-vous ça pour nous? Parce qu'il y a 3 semaines, ta fille a vu un homme triste manger seul et a décidé qu'il avait besoin de compagnie. Parce que tu aurais pu détourner le regard, mais tu ne l'as pas fait. Parce que vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais. Il sourit doucement. Et parce que tu es mon ami. Les amis s'entraident. Je ne connais rien à la technologie, protesta-t-elle faiblement. Tu n'as pas besoin de ça. Tu dois juste savoir gérer les gens, hiérarchiser les priorités et me dire quand je fais l'idiot. Et pour ça, tu es déjà excellente. Manon, qui n'avait évidemment pas perdu une miette de la conversation, se retourna d'un bond. Maman dit oui. Comme ça, tu pourras travailler avec Monsieur Édouard tous les jours. On ne manquera plus jamais de rien et on pourra peut-être avoir un chiot. Aline éclata de rire malgré ses larmes. Commençons par le travail, on verra le chiot plus tard. Alors c'est un oui, demanda Édouard. Aline le fixa longuement. Il pouvait lire sur son visage la lutte intérieure, la fierté contre la nécessité, l'indépendance contre la peur du lendemain. Enfin, elle acquiesça. Oui. Mais je mérite ce poste, Édouard. Je serai la meilleure assistante que vous ayez jamais eue. Tu seras surtout la seule depuis 6 mois, répondit-il avec un sourire. La barre n'est pas très haute. Regardez-moi la dépasser quand même, lança-t-elle en riant, et elle tint parole. Dès le lundi suivant, quand Aline commença à travailler chez Deschamps Technology, elle transforma non seulement le quotidien d'Édouard, mais tous les tâches de direction. Elle mit de l'ordre dans son chaos, le força à déjeuner à heure fixe. Géra les appels avec chaleur et professionnalisme. Elle avait ce don rare de comprendre les gens, de sentir quand un client avait besoin d'humour, de compassion ou de franchise. En une semaine, les autres cadres venaient déjà la consulter. En 2, elle avait réorganisé le système de classement et fluidifié la communication interne. À la fin du mois, Édouard ne comprenait plus comment il avait pu se passer d'elle. Mais au-delà de ses compétences, c'était leur lien humain qui comptait le plus. Ils arrivaient souvent ensemble le matin après qu'Édouard les eut récupérés chez elle. Il avait commencé dès le 2e jour en apprenant que son trajet impliquait 2 bus et plus d'1 heure de route. « Édouard, vous ne pouvez pas. »« Je passe devant votre quartier, » avait-il menti sans vergogne. « C'est plus pratique. » Et désormais, ses matinées commençaient avec les bavardages de Manon à l'arrière et la présence tranquille d'Aline à ses côtés. Et tout semblait à sa place. Ils prenaient leur café ensemble avant que la journée ne démarre. Parlaient du programme du jour, échangeaient des anecdotes sur Manon, puis peu à peu sur eux-mêmes. Édouard lui raconta ses années d'université, sa rencontre avec Maya, lors d'un cours de physique qu'elle suivait pour le plaisir. Aline lui parla de sa propre expérience écourtée à la fac, de ses rêves suspendus quand la réalité s'était imposée. Les après-midi, Aline descendait souvent à l'accueil pour attendre le car scolaire de Manon. Et très souvent, Édouard descendait aussi. Ils étaient devenus le sujet de conversation du bureau, le PDG stoïque et son assistante chaleureuse. Mais Édouard s'en moquait. Chaque après-midi, Manon jaillissait du car scolaire, son sac à dos rebondissant, impatiente, de leur montrer son dernier dessin ou de raconter sa journée. Parfois, elle faisait ses devoirs dans le bureau de sa mère. D'autres fois, Édouard les emmenait dîner tôt avant de les reconduire. Peu à peu, ils avaient développé des habitudes, des rituels, un rythme doux et familier, comme une famille. Et Édouard se surprenait à penser qu'il était facile de faire semblant, facile de prétendre que c'était sa vie.
Rentrer dans une maison où résonnaient des voix et des rires, partager un dîner, lire une histoire du soir à une petite fille qui avait déjà pris une place dans son cœur. Les week-ends, ils exploraient Paris ensemble. Manon était déterminée à tout voir. Ils étaient allés au musée d'Orsay où la fillette avait déclaré qu'elle pourrait faire mieux que certains tableaux, à Montmartre pour manger des crêpes où elle avait réussi à se barbouiller de sucre et de chocolat. Au musée de l'Orangerie où Aline s'arrêtait longuement devant les toiles, expliquant les harmonies de couleurs, les lignes de composition, ses yeux brillants d'une passion tranquille. Édouard, lui, ne regardait plus les œuvres. Il regardait elle. Et c'était devenu un problème. Il la surprenait à se mordiller la lèvre quand elle réfléchissait à replacer une mèche derrière son oreille quand elle se concentrait. Il connaissait le son clair de son rire, la douceur de sa voix quand elle parlait à Manon et la fermeté tranquille qu'elle adoptait avec les clients exigeants. Elle était belle, oui, mais c'était plus profond que cela. Elle était vraie. Forte, bienveillante, sans calcul. Elle ne voulait rien de lui, sinon sa sincérité. Et cela l'effrayait, car ressentir cela lui semblait une trahison. Il portait toujours son alliance. La photo de Maya trônait encore sur son bureau. Comment pouvait-il éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre alors qu'il aimait encore sa femme? La culpabilité le rongeait. Alors, il s'éloigna un peu. Aline le remarqua tout de suite. Bien sûr qu'elle remarquait tout. « J'ai fait quelque chose de mal », demanda-t-elle un soir, alors qu'ils étaient chez lui pour dîner. Manon regardait un dessin animé dans le salon pendant qu'ils rangèrent la cuisine. « Non, pas du tout », répondit-il trop vite. « Pourquoi tu dis ça? Tu sembles distant depuis quelques jours. » Distrait. Elle sécha une assiette sans le regarder. « Si notre présence te pèse, tu peux le dire. Je ne serai pas vexé. » « Ce n'est pas ça, dit-il. »« C'est quoi? » demanda-t-elle doucement. « C'est parfait, avoua-t-il. Et c'est bien là le problème. Nous, ces soirées, tout ça. On dirait une famille. Je sais, murmura Aline. Manon le ressent aussi. Elle a dit à son institutrice qu'elle avait un genre de papa Yidka maintenant. Elle releva enfin les yeux. Je sais que ce n'est peut-être pas ce que tu veux, ni ce que tu avais prévu. Si c'est trop compliqué. Je porte encore mon alliance, lâcha Édouard soudainement. Aline regarda sa main, le cercle d'or, toujours là témoin de 10 années d'amour et de deuil. Je sais, je ne sais pas comment l'enlever. J'ai l'impression que si je le fais, c'est comme si elle n'avait plus compté. Comme si je l'oubliais. Aline posa le torchon et prit ses mains dans les siennes. Enlever une bague n'efface pas ce que tu as vécu. Ça ne veut pas dire que tu l'as oublié ou qu'elle n'a pas compté. Ça veut juste dire que tu es prêt à faire de la place pour de nouvelles choses à côté des souvenirs. Et si je ne suis pas prêt? Alors tu ne l'es pas, répondit-elle doucement. Et c'est très bien. Personne ne te presse. Et si je ne le suis jamais, elle serra un peu plus fort ses mains. Alors je te dirai que tu passes ta vie à honorer quelqu'un qui voudrait te voir la vivre. Mais c'est à toi de décider, pas à moi. Elle le relâcha et retourna à la vaisselle. Édouard ressentit l'absence de son contact comme une douleur physique. Quand était-ce arrivé? Quand sa présence était-elle devenue si indispensable à son équilibre? Ce soir-là, après les avoir raccompagnés et être rentré dans sa grande maison vide, Édouard entra dans l'atelier de Maya pour la première fois depuis des mois. Tout était resté comme elle l'avait laissé. La toile sur le chevalet inachevé représentant un paysage marin, les pinceaux dans leur peau, les poils figés par la peinture séchée. Sa blouse, encore suspendue, se scindit au crochet. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-il dans la pièce silencieuse. Je ne m'attendais pas à ça, à ressentir à nouveau. Et maintenant c'est trop. Je ne sais pas si c'est bien. Si toi, tu trouverais ça bien. Bien sûr, la pièce resta muette.
Mais, en regardant autour de lui, Édouard comprit quelque chose. Maya avait toujours détesté la stagnation. Elle incarnait le mouvement, le changement, la vie. Elle détestait le moment où il se paralysait dans l'analyse et lui disait souvent « Agisse, risque-toi. Vis. Tu les aimerais, dit-il à voix haute. Aline et Manon. Tu adorerais la façon dont Manon te parle, comme si tu étais amie avec son poisson rouge au paradis. Tu apprécierais la force d'Aline, sa dévotion pour sa fille. Et tu me dirais sûrement que je suis idiot de trop réfléchir. Et peut-être que c'était ça la réponse. Ne pas l'oublier, mais l'honorer en vivant comme elle l'avait toujours encouragé, à le faire pleinement, sans peur, le cœur ouvert. Ce soir-là, pour la première fois depuis 7 ans, Édouard ôta son alliance. Sa main lui parut étrange, vide, trop légère. Édouard contempla l'alliance, la tenant à la lumière. Le métal usé par des années de gestes nerveux brillait faiblement aminci à certains endroits. « Je t'aimerai toujours », dit-il à Maya. « À la bague, aux souvenirs. Mais je crois que je les aime aussi. C'est permis, tu crois? Est-ce qu'on peut t'aimer 2 fois? » La question flotta dans l'air sans réponse, et pourtant Édouard se sentit plus léger. Pas apaisé, pas sûr de lui, mais plus libre, comme s'il avait enfin posé un fardeau qu'il croyait être une partie de lui. Il déposa l'alliance dans une petite boîte avec les boucles d'oreilles préférées de Maya et la montre qu'il lui avait offerte pour leur dernier anniversaire. Puis il referma la porte de l'atelier et alla se coucher. Pour la première fois depuis des années, il ne rêva pas de l'accident. Il rêva de tresses blondes, de rire, d'un sourire qui lui serrait le cœur, d'une émotion qui n'était plus tout à fait du chagrin. Les choses changèrent doucement après cela. Édouard cessa de fuir les moments. Quand la main d'Aline effleurait la sienne au-dessus d'un dossier, il ne se reculait plus. Quand Manon lui demanda s'il pouvait l'accompagner au bal père-fille de son école, il dit oui, sans réfléchir, sans se réfugier derrière des excuses. Et il ignora les larmes de gratitude d'Aline. Quand il se surprit à rire encore et encore aux blagues absurdes de Manon, il ne se sentit plus coupable d'être heureux, d'être heureux. Un soir de novembre, alors qu'ils dînaient tous les 3 chez lui, Aline lâcha une nouvelle qui fit battre son cœur un peu plus vite. « Je vais reprendre des cours de design », annonça-t-elle, les yeux brillants, d'un mélange d'excitation et de peur. « En ligne le soir, quand Manon sera couchée. Ça prendra des années, mais j'ai trouvé un programme abordable. Je vais le faire. » « C'est formidable, » dit Édouard, sincèrement heureux pour elle. « Vraiment. J'ai repensé à ce que tu m'avais dit, qu'on n'a pas toujours besoin de choisir entre la stabilité et les rêves. Grâce à toi, j'ai trouvé la stabilité. Alors peut-être que je peux enfin avancer vers les rêves aussi. Maman va faire de belles maisons, s'écria Manon en frappant des mains. Oui, ma chérie, répondit Aline en riant, mais d'abord beaucoup d'études. Je pourrais t'aider, proposa Édouard. Je ne connais rien au design, mais je peux te faire réviser ou garder Manon pendant que tu étudies. Les yeux d'Aline s'adoucirent. Tu fais déjà tellement pour nous. J'ai envie de faire plus, avoua-t-il. Et c'était vrai. Il voulait faire partie de leur vie, de leurs projets, de leur avenir. Décembre arriva, et avec lui les fêtes et toutes les émotions qu'elle réveillait. Ce serait son 8e Noël, sans Maya. D'habitude, il l'ignorait travaillant sans relâche pour faire comme si ce n'était qu'un jour comme les autres. Mais cette année, Manon avait d'autres plans. « Monsieur Édouard, vous devez venir chez nous pour Noël, » déclara-t-elle très sérieusement. « C'est triste d'être tout seul. » Manon intervint Aline. Gêné. « Monsieur Édouard a peut-être d'autres projets. Tu en as demandé à la fillette ses grands yeux bleus plantés dans les siens, non admit-il. Alors tu viens, on fera de la dinde. Maman la brûle toujours un peu, mais elle est bonne quand même. Et on regardera des films et on ouvrira des cadeaux. Et ce sera le meilleur Noël du monde. » Aline soupira impuissante. « Elle est très persuasive, » dit-elle avec un sourire désolé. « Je vois ça, » répondit Édouard en riant.
Et j'adorerais venir, si vous êtes sûr, ça. On est sûr, dit Aline, simplement. Quelque chose passa entre eux, une reconnaissance muette de ce que cela signifiait, mêler leur vie inventer de nouvelles traditions. Édouard se jeta dans les préparatifs de Noël avec un enthousiasme qui le surprit lui-même. Il acheta des cadeaux pour Manon en se souvenant de tout ce qu'elle avait mentionné, un coffret de dessins, des livres sur les dauphins et les dinosaures, et un requin en peluche du musée de la mer. Pour Aline, c'était plus difficile. Que pouvait-on offrir à une femme qui manquait de tout, mais refusait tout ce qui ressemblait à de la charité? Finalement, il trouva une inscription à un atelier de week-end animé par une décoratrice d'intérieur renommée, un cadeau pour ses rêves, pas pour ses besoins. Le matin de Noël, il se gara devant leur immeuble, le coffre plein de paquets soigneusement emballés. Le quartier, ça, était modeste, l'immeuble un peu fatigué, mais quelqu'un avait suspendu une guirlande lumineuse sur la façade, et cela suffisait à le rendre chaleureux. L'appartement d'Aline était minuscule, à peine 70 mètres carrés, mais il respirait la vie. Des rideaux, des dessins, au mur, un petit sapin décoré d'ornements faits à la main. C'était simple, mais c'était un vrai foyer, bien plus que son manoir silencieux. Manon, en pyjama à bon chaume de neige, bondit vers lui. « Monsieur Édouard, vous êtes venu. Venez voir notre sapin. Maman et moi, on a tout fabriqué nous-mêmes. » La journée fut un chaos délicieux. Ils brûlèrent la dinde comme prévu, mangèrent trop de biscuits au petit déjeuner, regardèrent des films de Noël en pâte à modeler, jouèrent à des jeux de société dont Manon changeait les règles à chaque tour pour gagner, et ouvrirent les cadeaux. Manon poussa des cris de joie à chaque paquet, serrant Édouard si fort qu'il crut sentir ses côtes craquer. Aline, elle pleura en découvrant l'inscription à l'atelier protestant que c'était trop, jusqu'à ce qu'il lui rappelle qu'il était son ami, et que les amis se soutenaient. Puis ce fut son tour. Aline lui tendit un petit paquet léger. À l'intérieur, un porte-clés en bois manifestement fait à la main, gravé d'une phrase « La famille, ce n'est pas toujours le sang. » « C'est Manon qui a choisi les mots, » dit Aline, doucement pendant que la fillette s'absorbait dans son nouveau coffret de dessins. « Mais je suis d'accord avec elle. Tu fais partie de la famille Édouard. Pour nous deux. » Il ne répondit pas tout de suite. Sa gorge était trop serrée pour parler. Et pour la première fois depuis 7 ans, il se sentit complet. Édouard la serra simplement dans ses bras. Il sentit les bras d'Aline se refermer autour de lui, sa chaleur contre sa poitrine. C'était juste. C'était comme rentrer à la maison. Ce soir-là, après la vaisselle, quand Manon commença à somnoler, ils s'assirent tous les trois sur le petit canapé. La fillette finit par s'endormir entre eux, la tête sur les genoux d'Édouard, les pieds contre les jambes d'Aline. « C'est le plus beau Noël que j'ai eu depuis des années, » murmura Édouard pour ne pas la réveiller. « Moi aussi, » répondit Aline doucement. Elle tendit la main au-dessus de Manon pour saisir la sienne. « Merci d'être là. Merci d'être toi. » Leurs doigts s'entrelacèrent et Édouard ressentit une paix qu'il croyait disparue, à jamais pas l'absence de douleur, mais la présence d'une force capable de la contenir. Il voulut parler, dire qu'il tombait amoureux d'elle, qu'il aimait cet enfant, comme s'il l'avait toujours connue, qu'il ne supportait pas l'idée de ne plus les voir chaque jour. Mais c'était trop tôt, trop complexe. Aline serra sa main. « Je sais, dit-elle simplement. » Et ce fut suffisant. L'année nouvelle apporta son lot d'épreuves. Deschamps Technologies entamait les négociations d'une acquisition majeure avec une société européenne. Des heures interminables, des visioconférences, à l'aube ou au milieu de la nuit, une pression constante. Édouard tenta de préserver un équilibre d'être présent pour Aline et Manon, mais la tempête du travail l'engloutit. Il recommença à rester tard. Au bureau, à manquer les dîners, promit les traits tirés, les yeux creusés. Aline s'inquiétait, elle le voyait sauter des repas, ne vivre que de café, trembler parfois de fatigue. Elle tenta de l'aider, planifiant ses journées, le forçant à faire des pauses, lui commandant des repas livrés à son bureau.
Mais Édouard était lancé obsédé. Ce contrat devait aboutir. Il assurerait l'avenir de l'entreprise, des centaines d'emplois, sa réputation internationale. Il ne pouvait pas ralentir. « Tu vas t'épuiser », lui dit Aline un soir, bien après le départ de tout le monde. Il était près de 21 heures. Manon était avec une babysitter. Aline était revenue parce qu'elle savait qu'il n'était pas parti. « Je vais bien », répondit-il, sans lever les yeux de son ordinateur. « Non, tu ne vas pas bien. Tu as une mine affreuse. Tu as mangé quand pour la dernière fois une barre protéinée ce matin? Édouard, ça fait 12 heures. Je mangerai en rentrant. À quelle heure? Minuit, 1 heure du matin. » Elle contourna le bureau, referma doucement son ordinateur. « Ce n'est pas sain. Ce n'est pas tenable. C'est presque fini, insista-t-il. Encore quelques semaines, et l'accord sera signé. Et après, il y aura encore une urgence, une autre affaire, une autre raison de t'épuiser. J'ai vu ça trop de fois, Édouard, au cabinet médical. Des gens brillants, persuadés d'être invincibles, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Je ne vais pas m'effondrer, protesta-t-il, même si un vertige soudain lui coupa le souffle. Son estomac le faisait souffrir depuis des semaines, une douleur sourde qu'il ignorait obstinément. « S'il te plaît, » dit Aline, la voix brisée. « Prends soin de toi. Pour moi. Pour Manon. On a besoin de toi. » Ces mots, « on a besoin de toi » auraient dû être une alarme. Mais Édouard, perdu dans le tourbillon, ne les entendit qu'à moitié. Il promit de faire attention de dormir davantage, mais ce n'était que des paroles. L'acquisition l'absorbait totalement, reléguant tout le reste au second plan. Cela arriva un mardi fin mai. Il était en visioconférence avec l'équipe européenne. Les chiffres défilaient sur l'écran, il parlait de projections budgétaires quand il la sentit la douleur. Ce n'était plus la gêne diffuse des dernières semaines, mais une lame brutale dans son ventre. La pièce sembla basculer. Sa voix se brisa en plein milieu d'une phrase. « Monsieur Deschamps, tout va bien » demanda quelqu'un. Il voulut répondre, mais la douleur le submergea. Il se leva, pensa qu'il allait marcher. Un peu que cela passerait. Il fit un pas 2, puis ses jambes cédèrent. La dernière chose qu'il perçut fut le sol qui se rapprochait et une pensée absurde. Aline va être furieuse. Elle entendit le bruit depuis son bureau. Au fil des mois, Aline avait développé un 6e sens pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Le choc sourd la glaça. Elle se précipita, ouvrit la porte. Édouard était étendu au sol, conscient, à peine le visage livide, la respiration courte. Sur l'écran, les visages paniqués de ses interlocuteurs. « Appelez les urgences !» cria-t-elle. Déjà à genoux près de lui, elle attrapa sa main. « Édouard, reste avec moi. Regarde-moi. » Ses yeux trouvèrent les siens embués de douleur. « Désolé, » articula-t-il. « Ne t'excuse pas. Tiens bon, reste avec moi. » Les minutes venaient, avant l'arrivée de l'ambulance, furent les plus longues de sa vie. Elle continua de lui parler, de lui serrer la main, refusant de céder à la panique. Quand les secours arrivèrent, elle leur donna tous ses antécédents médicaux, les symptômes, les dernières semaines de fatigue. Puis elle déclara, d'une voix qui ne laissait place à aucun refus. « Je viens avec lui. » Dans l'ambulance, la main d'Édouard serrée dans la sienne, tandis qu'il filait à travers le trafic parisien. Aline sentit une peur qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait déjà tout perdu, le père de sa fille, des emplois, des espoirs. Mais le perdre lui maintenant briserait quelque chose qu'elle ne pourrait jamais réparer. « Tu vas t'en sortir » murmura-t-elle. « Tu vas t'en sortir. Et ensuite, je te tuerai moi-même pour m'avoir fait une telle peur. » Les lèvres d'Édouard s'étirèrent à peine un semblant de sourire. À l'hôpital Saint-Antoine, on l'emmena immédiatement pour des examens. Aline resta seule encore en tenue de bureau, consciente qu'elle devait prévenir quelqu'un pour Manon, qu'elle ne savait même plus par où commencer.
Elle appela l'école Organisa pour que Manon rentre avec sa copine Émilie et la mère de celle-ci. Puis, elle contacta l'avocat d'Édouard, son conseil d'administration. Elle marcha, s'assit, se remit à marcher. Elle pria un Dieu auquel elle ne croyait pas vraiment. Quand un médecin apparut enfin, elle se précipita vers lui. « Comment va-t-il » ?« Il est stable, » répondit le docteur. Un ulcère perforé, sans doute en développement depuis plusieurs mois. Il faut opérer tout de suite, mais son pronostic est bon. Puis-je le voir? Juste un instant. Quelques minutes avant qu'on le prépare. Dans le lit relié à des moniteurs, Édouard paraissait minuscule. Le teint livide, mais le regard plus clair. « Salut » dit Aline, en prenant sa main. « Salut toi » répondit-il d'une voix rauque. « J'ai vraiment tout gâché, pas vrai ?» Magnifiquement tenta-t-elle de plaisanter la gorge serrée. Le médecin dit qu'il faut opérer. J'ai entendu. Il serra faiblement ses doigts. Aline, je suis désolé. Tu avais raison surtout. On en parlera quand tu seras remis. Pour l'instant, concentre-toi sur l'opération. Manon est avec Émilie. Tout va bien. Ne t'inquiète pas pour nous. J'ai peur, avoua-t-il dans un souffle. Moi aussi, dit Aline, en se penchant pour déposer un baiser sur son front. Mais tu vas t'en sortir. Tu dois t'en sortir. On a besoin de toi, tu te souviens. J'ai besoin de vous aussi, murmura Édouard. Toi et Manon. Garde ça pour après, l'interrompit-elle doucement. Donne-toi une raison de te réveiller. On l'emmena quelques minutes plus tard. Cette fois, Aline ne retint plus ses larmes. Des sanglots violents, mêlant peur, amour, colère. Tout ce qu'elle contenait depuis qu'elle l'avait trouvé étendu au sol. 1 heure plus tard, Mme Martin, la mère d'Émilie, arriva avec Manon. La fillette pâle, silencieuse, demanda d'une voix minuscule. « Il va mourir. »« Monsieur Édouard. »« Non, ma puce. Il va s'en sortir. »« Tu promets. »« Je promets. Les médecins ici sont les meilleurs. » Manon sortit de son sac un dessin froissé, 3 bonnes chaumes sous un arc-en-ciel légendé. Maman Manon et Monsieur Édouard, avec en dessous en lettres d'enfant guéri vite. On t'aime. Les yeux d'Aline se remplirent à nouveau. C'est magnifique, ma chérie. Il va adorer. Elles attendirent 3 heures. 3 heures qui semblèrent 3 jours. Manon finit par s'endormir sur les genoux de sa mère. Des employés de Deschamps Technologies vinrent repartir apportant des nouvelles. L'avocat d'Édouard arriva avec des documents au cas où Aline refusa d'envisager. Enfin, le chirurgien reparut. L'opération s'est bien passée. Nous avons réparé la perforation. Il restera hospitalisé quelques jours et la convalescence sera longue, mais il se remettra complètement. Aline dut s'agripper à une chaise tant le soulagement la submergea. On peut le voir. Dans 1 heure, quand il sera bien réveillé, quand enfin on les autorisa à entrer. Édouard était conscient, les yeux encore alourdis par l'anesthésie. Son regard chercha aussitôt Aline et Manon, et tout son visage se détendit. « Salut » souffla-t-il. « Salut toi » répondit Aline, tirant une chaise près du lit. Manon grimpa sur ses genoux, les yeux immenses, pleins d'inquiétude. « Je t'ai fait un dessin » dit-elle timidement. Elle le lui tendit. Édouard regarda les 3 personnages, lut les mots. « On t'aime tracé maladroitement. » Quelque chose se fissura en lui. « Je vous aime aussi » dit-il, la voix tremblante. « Toutes les deux. Tellement. » Aline eut le souffle coupé. Depuis des mois, il tournait autour de ces mots. Et là, dans une chambre d'hôpital, à moitié endormi par les médicaments, il les avait enfin prononcés. « Nous aussi on t'aime » murmura-t-elle. « Alors tu vas te reposer, te soigner comme il faut. » Sans discussion. Sans discussion, répéta-t-il, un faible sourire aux lèvres. Je suis désolé, Aline, de ne pas t'avoir écouté, de t'avoir fait peur. On parlera de tes mauvaises essais et habitudes plus tard.
Pour l'instant, concentre-toi sur ta guérison. » Manon se pencha avec précaution. « Je peux te faire un câlin. » « Un câlin doux, dit-il. » La fillette se blottit contre lui très doucement. « Ne nous refais jamais ça, déclara-t-elle très sérieusement. « Je vais essayer, promit-il. » Ils restèrent jusqu'à ce qu'une infirmière les prie de partir. Aline promit de revenir dès le matin. En sortant, toutes deux se retournèrent plusieurs fois vers la porte de la chambre. Dans le parking, Manon demanda à la voix hésitante. « Il va vraiment aller bien. »« Monsieur Édouard. »« Oui, mon cœur, il va vraiment aller bien. Tant mieux, parce que moi je veux que ce soit mon vrai papa. »« C'est d'accord, Aline. » S'arrêta net regardant le visage levé de sa fille. « C'est vraiment ce que tu veux ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, il est gentil, il te fait sourire. Il me lit des histoires et il est toujours là. C'est ça un papa, non? » « C'est ça, » répondit Aline, la gorge serrée. « Alors il peut être mon papa. Je crois que ça dépend de Monsieur Édouard. Mais peut-être que s'il le veut un jour, il pourrait l'être. »« Il le veut, » affirma Manon d'un ton sûr. « Je le sais. » Et Aline sut qu'elle avait raison. Elle aussi le sentait. Ce n'était plus une simple amitié, ni une commodité, née du hasard. Depuis des semaines, peut-être des mois, ils formaient déjà une famille. 3 êtres qui s'étaient choisis, qui se soutenaient, qui s'aimaient. Édouard resta 4 jours à l'hôpital. Aline et Manon vinrent le voir chaque jour, plusieurs fois par jour. Elle lui apportait des livres, des magazines, les dessins infinis de Manon. Elle le faisait rire, lui changeait les idées, lui rendait la convalescence plus douce. Le 3e jour, alors qu'il était allongé et que Manon coloriait près de la fenêtre, Édouard attrapa la main d'Aline. « J'ai réfléchi, dit-il. Activité dangereuse, dans ton état plaisanta-t-elle. Je suis sérieux. » Il plongea son regard dans le sien. Quand j'étais par terre à mon bureau avant l'ambulance, je n'arrêtais pas de penser à tout le temps perdu. Le temps que j'aurais pu passer à vivre au lieu de simplement exister. Le temps que j'aurais pu passer avec toi et Manon. Édouard. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il prit une inspiration. Je t'aime, Aline. Je suis amoureux de toi. Et j'aime Manon comme si elle était ma fille. Ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie depuis la mort de Maya. Peut-être même plus heureux parce que maintenant, je sais ce que ça veut dire de tout perdre. Et je ne veux plus jamais vous perdre. Les yeux d'Aline se remplirent de larmes. Je t'aime aussi tellement. Mais tu es encore en convalescence. Tu es ému, fatigué. Peut-être qu'on devrait... Je n'ai jamais été aussi lucide de ma vie, l'interrompit-il. J'ai frôlé la mort, Aline. Je ne veux plus perdre de temps. Je veux ça. Je veux nous. Je veux être avec toi et Manon, pas seulement comme ton patron ou ton ami. Comme une famille. Monsieur Édouard lança une petite voix depuis le coin de la chambre. Manon leva les yeux de son dessin. Tu viens de dire que tu veux être notre famille. Oui, répondit Édouard en souriant vers elle. Si c'est d'accord pour toi. Manon bondit sur le lit, manquant d'arracher la perfusion dans son élan. Oui. Je l'avais dit à maman que tu voulais être mon papa. Édouard regarda Aline par-dessus la tête de la fillette. C'est trop rapide, demanda-t-il. Aline rit à travers ses larmes. Non, c'est parfait, on est parfaits, tous les 3. Quand il fut enfin autorisé à sortir, Aline insista pour qu'il vienne se rétablir chez elle. Il protesta disant que sa maison était plus grande, plus confortable, mais elle fut inflexible. Tu as besoin de gens autour de toi. Quelqu'un pour te faire manger, te surveiller, t'empêcher de replonger dans le travail. Ce quelqu'un, c'est moi. Et ainsi Édouard s'installa provisoirement dans leur petit appartement dormant sur le canapé-lit. Aline refusait de lui céder son lit. C'était exigu, un peu chaotique, et pourtant merveilleusement vivant.
Aline gérait sa convalescence comme elle gérait son bureau avec méthode. Elle veillait à ce qu'il prenne ses médicaments, se repose et respecte le régime FAD, prescrit par le médecin. Manon, elle s'était autoproclamée comité d'animation, lisant ses livres à haute voix, inventant des spectacles remplissant l'appartement de rire. Édouard n'avait jamais connu pareille attention. Même avec Maya, il refusait qu'on prenne soin de lui par orgueil. Mais Aline et Manon ne lui laissaient aucune chance, elles le couvaient, s'inquiétaient, l'entouraient d'une tendresse qui le désarmait. « Je pourrais m'y habituer », dit-il un après-midi, alors que Manon était à l'école et qu'Aline travaillait sur son ordinateur. « N'y prends pas trop goût », répondit-elle en souriant. « Dès que tu seras rétabli, je te renvoie au bureau. Et si je ne voulais pas y retourner? Si je voulais rester ici, à manger ta soupe et à regarder les spectacles de marionnettes de Manon Aline rit. Tu t'ennuierais au bout d'une semaine. Je ne crois pas. » Il attrapa sa main au passage. « Aline, j'ai encore réfléchi. Encore. Le médecin t'avait pourtant dit de ménager ton cerveau. Je suis sérieux. Ton bail se termine dans 2 mois, non? » Le visage d'Aline se referma légèrement. « Oui, j'allais le renouveler. Ne le fais pas. Viens vivre avec moi. Toi et Manon dans ma maison. Il y a de la place. Manon pourrait avoir sa propre chambre, une vraie. Il y a un jardin pour qu'elle joue et toi tu pourrais avoir un atelier pour tes projets de design. On est déjà une famille, rendons-le officiel. » « C'est une grande décision, » répondit Aline prudemment. « Je sais. Et si tu n'es pas prête, je comprendrai. Mais Aline, je vous aime, toi et Manon. Je veux me réveiller chaque matin en voyant vos visages, lui lire ses histoires du soir rentré du travail et vous retrouver toutes les deux. Je veux tout avec vous. » Aline se mordit à la lèvre hésitante. Et si ça ne marchait pas? Si on découvrait qu'on se rend fou, Manon en serait brisée. Alors on s'en sortirait ensemble. Mais Aline, on sait déjà que ça marche. On le vit depuis des mois. La seule différence, ce serait l'adresse. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis avec toi pour ton argent, dit-elle d'une voix plus basse. Les gens penseront ce qu'ils voudront. Moi, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que toi tu crois. Elle resta silencieuse un long moment. Puis Manon devrait donner son avis. C'est sa vie aussi. Le soir, quand la fillette rentra de l'école, ils s'assirent tous les trois et lui expliquèrent. Édouard exposa calmement la situation. Il voulait qu'elle vienne habiter chez lui, mais seulement si tout le monde s'y sentait bien. Manon écouta très sérieuse. « J'aurai ma propre chambre » demanda-t-elle. « Oui » répondit Édouard. « Une grande. Tu pourras la décorer comme tu veux, avec des murs violets. » Avec des murs violets. Et on pourrait avoir un chiot. Édouard et Aline échangèrent un regard amusé. « Peut-être, dit Aline. On en parlera. Et monsieur Édouard, il serait mon vrai papa pour de vrai. » La respiration d'Édouard se suspendit. « Si tu veux bien de moi, j'en serais honoré. » Manon réfléchit un instant, le visage grave, puis hocha la tête avec décision. « Alors on devrait déménager dans la grande maison parce que les familles doivent vivre ensemble. Et monsieur Édouard, c'est notre famille maintenant. » Et tout simplement, c'était décidé. Quand le médecin d'Édouard lui donna enfin le feu vert pour reprendre une vie normale, ils commencèrent les préparatifs du déménagement. Aline fut bouleversée en découvrant la maison d'Édouard. Elle en fit le tour, les yeux écarquillés. « Tu vis ici, tout seul. »« Oui, » répondit-il avec un sourire un peu timide. « Et c'est bien trop grand pour moi depuis longtemps. Elle a besoin de vie, de ta vie, de celle de Manon. » Ils passèrent tout un week-end à transformer une chambre d'amis en univers de fillettes. Fidèle à sa promesse, Édouard laissa Manon choisir la couleur des murs violets avec des moulures blanches. Aline, avec son œil de future décoratrice, en fit un petit rêve éveillé. Lit à baldaquin, orné de guirlandes lumineuses, étagères pleines de livres et de jouets, coin lecture près de la fenêtre.
Quand Manon découvrit sa nouvelle chambre, elle en eut les larmes aux yeux. « C'est la mienne, vraiment la mienne, vraiment la tienne », confirma Édouard. « C'est la plus belle chambre du monde », s'exclama-t-elle avant de se jeter dans ses bras. « Merci, papa. » Le mot resta suspendu dans l'air. « Papa ». Manon l'avait prononcé avec tant de naturel comme une évidence. Édouard sentit ses yeux le piquer. De rien ma puce réussit-il à articuler. Depuis l'embrasure de la porte, Aline avait tout vu, les larmes brillant dans ses propres yeux. Plus tard, alors que Manon explorait chaque recoin de sa chambre, elle rejoignit Édouard dans le couloir. « Elle t'a appelé papa », dit-elle doucement. « Oui », répondit-il la voix rauque. « C'est... » « D'accord. Je sais que son père biologique existe quelque part. Son père biologique est un donneur de sperme qui s'est enfui de toute responsabilité, » répondit Aline avec fermeté. « Toi, tu es son père dans tout ce qui compte. Tu es là. Tu l'aimes. Tu prends soin d'elle. C'est ça, être un parent. Je l'aime tellement que ça m'effraie parfois, avoua-t-il. L'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose. Bienvenue dans la parentalité, sourit Aline. La peur en fait partie. Ils s'habituèrent à leur nouvelle vie plus facilement qu'ils ne l'auraient cru. Édouard craignait que la cohabitation change quelque chose entre eux. Que cela crée de la gêne, mais au contraire, tout semblait à sa place. Rentrer le soir dans une maison pleine de rire, voir les dessins de Manon accrochés au réfrigérateur, les cahiers d'Aline étalés sur la table du salon. C'était une vie simple, ordinaire, parfaite. Le matin, Édouard préparait le café pendant qu'Aline aidait Manon à s'habiller pour l'école. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Manon bavardant sur ses plans du jour. Puis Aline déposait sa fille sur le chemin du travail. Le soir, ils cuisinaient tous les trois. Manon participait à sa manière, beaucoup d'enthousiasme, peu d'efficacité. Après le repas, elle faisait ses devoirs pendant qu'il rangeait de la cuisine. Ensuite, c'était temps, en famille, jeux de société, dessins animés, lecture bain, puis coucher. Et enfin, un moment de calme pour Aline et Édouard côte à côte sur le canapé. Mais malgré tout cela, rien n'avait encore été dit. Aucune promesse officielle. Aucun mot sur l'avenir. Aline restait techniquement son employée et colocataire. Jusqu'à la fin août. Édouard préparait quelque chose depuis des semaines avec Manon pour complice. Il avait organisé une pause déjeuner surprise en complicité avec le supérieur d'Aline et réservé pour l'après-midi le sommet de la tour Montparnasse la plus haute. Haute vue de Paris, rien que pour eux trois. Quand il annonça à Aline qu'il sortait bien habillé, elle fronça les sourcils. « Mais on est de mercredi. Et on travaille. »« Pas aujourd'hui, » répondit Édouard. « On prend notre après-midi. Tous les trois. Édouard, on ne peut pas juste. Je suis le PDG. Je peux faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est emmener mes deux personnes préférées en sortie. » Aline mit une robe belle et un peu interdite, tandis que Manon trépignait d'excitation, incapable de garder le secret. La terrasse d'observation était déserte lorsqu'ils arrivèrent. Paris s'étendait sous eux scintillante, sous le soleil de l'après-midi. « C'est magnifique », souffla Aline. « Mais qu'est-ce qu'on fait ici, Aline ?» dit Édouard en lui prenant les mains. « Je veux te raconter une histoire. »« D'accord, dit-elle intriguée. Il y a 7 ans, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Et j'ai cru que ma vie était finie. J'ai vécu mécaniquement, sans ressentir quoi que ce soit de vrai. Puis un soir, une petite fille m'a trouvé triste. Et sa mère courageuse et pleine de bonté a eu la gentillesse de s'asseoir à côté d'un inconnu. Et vous m'avez sauvé. Toutes les deux. Vous m'avez redonné la vie. Édouard, je n'ai pas fini. » Ses pouces caressaient le dos de ses mains. « Ces derniers mois, vous êtes devenu ma famille. Tu m'as appris qu'aimer ne diminue rien, que le cœur s'agrandit, qu'honorer le passé n'empêche pas d'embrasser l'avenir. Tu m'as montré ce que c'est que le courage,
la tendresse, la force. Et je suis tombé fou, amoureux de toi. Il relâcha une main et sortit de sa poche un petit écrin de velours. Les yeux d'Aline s'écarquillèrent. « Édouard » murmura-t-elle. Il s'agenouilla. Manon bondissait à côté, les mains serrées contre sa bouche, pour ne pas crier. « Aline Moreau, dit-il d'une voix tremblante. Tu es brillante, belle, et la femme la plus forte que je connaisse. Tu es une mère extraordinaire, une compagne incroyable et ma meilleure amie. Veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser passer le reste de ma vie, à rendre toi et Manon aussi heureuses que vous m'avez rendu heureux? » Édouard ouvrit l'écrin. À l'intérieur brillait une bague ornée de 3 pierres, un diamant, un saphir et une émeraude, symbolisant chacun d'eux, lui. Aline et Manon. Les larmes d'Aline coulèrent librement maintenant. « Oui » souffla-t-elle. Édouard glissa la bague à son doigt, se releva et la serra contre lui. Ils s'embrassèrent, tandis que Manon tournoyait autour d'eux en criant de joie, et que Paris s'étendait sous leurs pieds comme une bénédiction. « Je t'aime » murmura Aline contre ses lèvres. « Je t'aime tellement. Je vous aime aussi. » Toutes les deux, répondit Édouard avant de les serrer. Elle et Manon dans ses bras. Les trois restèrent ainsi enlacés, au sommet du monde contemplant leur ville, leur maison, leur avenir. Manon se dégagea légèrement. « Alors maintenant tu vas être mon vrai papa pour de vrai. »« Si tu veux bien de moi, » répondit Édouard. « Je veux bien, déclara-t-elle avec assurance. Mais je veux être à ton mariage avec une robe de princesse. Et on pourra avoir un chiot. » Aline rit à travers ses larmes. « On parlera du chiot plus tard. Mais pour le mariage, bien sûr, tu es la personne la plus importante. » Ils passèrent le reste de l'après-midi là-haut, à rêver, à faire des projets, à rire, à parler de leur futur. Quand ils redescendirent enfin marchant jusqu'à la voiture, Manon. Au milieu tenant leurs 2 mains, ils étaient déjà une famille. Le mariage ne ferait que l'officialiser. Ils se marièrent en octobre, presque 1 an jour pour jour, après leur première rencontre au café du coin. La cérémonie fut simple, intime, célébrée dans le jardin de leur maison, avec quelques amis proches et collègues. Manon, en demoiselle d'honneur miniature, prit son rôle de lanceuse de pétales. Très au sérieux, avançant lentement dans l'allée avant de se poster fièrement à côté d'eux pour les vœux. Aline portait une robe simple et élégante, les cheveux relevés, le visage rayonnant. Édouard ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Quand vint son tour de parler, sa voix tremblait d'émotion. « Aline, tu m'as sauvé la vie. Toi et Manon m'avez redonné une raison d'avancer, d'espérer, de ressentir. Tu m'as appris qu'aimer ne remplace rien, cela agrandit le cœur. Honorer le passé, c'est vivre pleinement le présent. Je te promets de t'aimer avec force, de soutenir tes rêves, d'être le compagnon et le père que vous méritez. Je te promets d'être là chaque jour, pour tous nos jours. » Les yeux pleins de larmes, Aline répondit Édouard. « Tu nous as offert, à Manon et à moi, quelque chose que je ne pensais plus avoir, la sécurité, la stabilité, une famille. Mais surtout, tu nous as donné l'amour. Tu nous vois vraiment et tu nous aimes malgré tout. Tu m'as appris qu'il est permis d'être vulnérable, de demander de l'aide, de rêver encore. Je te promets de t'aimer de tout mon cœur, de construire avec toi une vie qui honore nos passés et embrasse notre avenir. Je te promets d'être ta partenaire, ton ami, ton foyer. » Quand l'officiante les déclara mari et femme, Manon applaudit plus fort que quiconque. Au vin d'honneur, elle fit un discours manifestement répété devant son miroir. « Ma maman et mon papa sont les meilleures personnes du monde. Maintenant, on est une vraie famille. On s'aimera pour toujours, même quand on sera vieux et tout ridé. Et moi, je serai la meilleure fille du monde. » Voilà. Tout le monde éclata de rire et l'applaudit tandis qu'elle faisait une révérence exagérée. Sous les guirlandes lumineuses du jardin, les rires se mêlaient aux vers qui s'entrechoquaient. Et quand la nuit tomba sur Paris, leurs mains liées, leur cœur en paix, Édouard, Aline et Manon savaient
qu'ils avaient trouvé ce que beaucoup passent une vie à chercher: une maison, une famille et un amour qui ne finit pas. Nous serions ravis d'avoir vos impressions sur cette magnifique histoire d'amour. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce récit plein d'émotions et de surprises. Indiquez votre prénom, l'endroit d'où vous nous regardez et donnez une note de 0 à 10 si cette histoire a touché votre cœur. Et si vous avez aimé l'intrigue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires incroyables qui arrivent bientôt. À très vite.